Cette vidéo est sponsorisée par le blog lebella.fr et Bamboo Lab. Bonjour et bienvenue à vous, c'est Guillaume de la chaîne YouTube Print Your Life. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet dont ça fait quelques années je voulais faire, un bras robotique. Et effectivement, il n'y avait pas vraiment jusqu'à maintenant quelque chose de très abouti, c'était beaucoup de la bricole, du gadget. Et je voulais vraiment un bras relativement solide qui puisse porter quand même une charge assez conséquente, tout en étant budgétairement parlant faisable et d'un point de vue volume, pas trop non plus imposant. Hein, on n'est pas dans du robot non plus, type industrie, chaîne de production. Mais malgré tout, comment dire, le mode de fonctionnement et l'idée est la même. C'est juste que c'est à échelle beaucoup plus réduite et à un tarif beaucoup plus accessible. À savoir que si on veut acheter un robot de labo industriel ou industriel, il faut compter minimum pour quelque chose de valable, on va dire dans les environs de 10 000 euros. Ça, c'est vraiment on est dans l'entrée de gamme. Après, ça vaut chiffre beaucoup plus élevé. Et en plus, il faudra en avoir l'utilité, bien entendu. Donc, c'est vrai que pour faire, on va dire, du DIY ou en faire pour du petit projet, c'est clairement pas accessible, même pour une école. Donc, la seule solution était d'être sur du projet purement DIY. Et en ayant cherché pendant des années, et, bon, et j'ai attendu que ça évolue quand même. Et malheureusement, j'avais pas la possibilité non plus de le créer moi-même par faute de temps, on va pas se mentir, parce que ça demande quand même pas mal de boulot. Et en fait, je suis tombé dessus sur un projet qui s'appelle Arctos, qui a été créé en 2023 et qui est un projet open source. Donc les fichiers STL sont disponibles directement sur le site, moyennant une contrepartie financière. Et vous avez la possibilité d'acheter le kit électronique qui vient se greffer donc sur le bras et qui est disponible sur AliExpress. Donc, vous avez soit la possibilité d'acheter pièce par pièce, soit vous pouvez acheter directement en kit sur la boutique et ensuite vous recevez et puis vous n'avez plus qu'à suivre le tuto. Donc je viens de faire l'acquisition moi d'un scanner 3D de la marque Reality et le problème c'est que pour c'est valable à tous les scanners en 3D clairement à la main, il faut être très stable, il faut garder une distance constante, quelle que soit la position qu'on va utiliser. Et pour le tracking, c'est pas forcément très évident selon le type de pièce. Et avoir des mouvements fluides, constants, avec la main humaine, alors c'est faisable, hein, bien entendu, mais croyez-moi qu'il faut avoir des sacrés biceps, parce que à la longue, même si c'est pas très lourd, rester concentré et être le plus stable possible, bah, malgré tout, on se rend compte que ça tire sur les bras. Et on a tendance à très rapidement perdre le tracking. Donc l'idéal reste malgré tout une main robotique qui elle aura toujours la même position, hein, au même titre qu'une impression 3D. Une imprimante 3D, ça va être avec des coordonnées et ça reviendra toujours à la même place. Donc l'idéal aurait été de mettre du coup le scanner au bout d'un bras robotique et du coup c'est ce qu'on va essayer de réaliser au cours de ces vidéos et faire donc des tests. Hein. Donc il y aura plusieurs vidéos, donc il y aura la partie impression 3D, paramétrage des profils et autres. Ensuite il y aura la partie assemblage, donc assemblage aussi bien de la partie des pièces imprimées que de la partie électronique. Ensuite il y aura la partie programmation et il y aura pour finir la partie test. Ce projet n'a pu voir le jour que grâce avec le soutien de lelab.fr et Bamboo Lab hein, qui me fournissent le filament. Alors il n'y a pas de compensation si vous voulez financière, mais afin de pouvoir amener à bien ce projet avec les imprimantes qui ont été achetées avec mes propres deniers, j'ai demandé le soutien de Bamboo Lab à travers lelab.fr et ils ont eu la gentillesse de bien vouloir soutenir la réalisation du projet moyennant des vidéos explicatives de toute la procédure. Voilà, donc pour être totalement transparent, je ne gagne pas un centime. Mais voilà, il y a une compensation derrière où ils fournissent le filament.
Alors, vous pouvez trouver donc du coup toutes les infos du projet donc sur actrorobotics.com. Donc vous avez vraiment donc toute la partie fichier CAO. Vous avez ensuite la partie logiciel, la partie kit. Donc là, vous voyez, vous pouvez télécharger. Ensuite, vous avez la partie kit. Donc il y a deux types. Vous avez le kit V1 et le kit V2. Sachant que le kit V1 est moins onéreux, mais a des performances beaucoup plus limitées, contrairement à la version hardware V2, qui elle embarque un système un peu type, je vais pas dire un peu type drone, mais un peu le même principe de carte, et qui donne des cerveaux moteurs beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus stables et beaucoup plus précis. Donc, alors c'est plus un poil plus lent, mais par contre, ça, voilà, c'est beaucoup plus précis. Donc, c'est quand même mieux de partir sur ce type de kit. Sachant que donc vous avez 6 points d'articulation. Donc, vous en avez un ici, 2 là, 3, 4, 5 et la base 6. Ça peut porter jusqu'à 500 grammes de capacité. Donc, bien sûr, on dit 500 grammes, c'est le bras étendu, hein, comme là. Alors, bien sûr, oh, bon, l'affichage se fait mal, désolé. C'est pas grave. Non, je ne veux pas la vidéo. Attends. Bon, ok. Désolé, petit aléa du direct. Bon, là vous le voyez, il est en bas à gauche. Donc, là c'est le bras détendu. Donc vous l'imaginez à l'horizontale, c'est 500 grammes au bout maximum de charge admissible. Alors, moi je vais imprimer avec des matériaux techniques qui vont permettre de grappiller quelques grammes supplémentaires. Alors, bien sûr, on ne pourra pas non plus gagner énormément, hein, mais parce qu'il y a les servos moteurs, il y a les moteurs qui ne pourront pas non plus supporter beaucoup plus de charge. Mais je vais quand même rendre la partie base et point pivot plus rigide pour justement permettre une tolérance un peu plus importante sur le bras déployé au niveau du poids du scanner. Sachant que le scanner, il fait dans les alentours de 350 grammes. Avec le câble, on va dire qu'on est dans les 400 grammes. Alors, on est quand même loin des. Bon, non, on est proche des 500, mais je veux dire, là, vu comment je vais l'imprimer avec la matière que je vais imprimer, ça va permettre d'atteindre les 600, 650 grammes à peu près. Donc, on sera à peu près à moitié de capacité. Donc, on ne risque pas d'abîmer ou de trop forcer sur la partie mécanique. Donc, vous pouvez voir, donc il y a plusieurs personnes qui ont déjà créé ce type de produit, beaucoup de gens en Amérique. Il n'y a pas beaucoup en France, donc du coup, sur ça, je me permets de le faire. Alors, il va y avoir 3 types de filaments qui vont être utilisés, voire même 4. Il y aura la partie décorative, donc qui est tous les caches en fait qui vont permettre de masquer la partie mobile, courroie, etc. Donc ça n'a pas besoin comment dire, de résistance particulière. Alors moi, je vais l'imprimer en PLA. Donc le PLA Silk de chez Bamboo Lab, qui est plutôt sympathique, avec de beaux reflets. Donc moi j'ai choisi la couleur qui est orange, orange et orange rouge, saumon on va dire. Donc c'est plutôt sympa. Moi j'ai vu PLA pour la simple raison c'est que ça va être une main robotique qui va être en domicile, donc il n'y a pas de grosse quantité d'humidité ou d'environnement, on va dire un peu sensible. Si par contre vous êtes sur un environnement type atelier ou autre, bon bah à la limite pensez à éventuellement passer sur du PETG, ça peut être pas mal. Ça permettra d'avoir une meilleure stabilité dimensionnelle au niveau du produit et éviter qu'il se brise par une charge d'humidité trop importante. Bon, là, étant donné que c'est pour du domicile, moi, je l'ai mis en PLA. Après, il n'est pas impossible que par la suite, si ça va pas, je le bascule. Mais de toute façon, c'est que du décoratif, si vous voulez. C'est vissé et aimanté. Donc, il n'y a pas de contrainte mécanique particulière, hein. C'est vraiment purement décoratif pour cacher la partie électronique, hein. Donc, il y a pas nécessité. Ensuite, pour ce qui est de la partie socle, alors c'est là où il va falloir avoir une résistance beaucoup plus importante parce qu'il va y avoir le poids du bras plus le poids déporté, donc
comment dire, du scanner. Donc vous imaginez le bras tendu, il va y avoir une très grosse charge qui va s'appliquer sur son socle et au niveau de la rotation, au niveau là, de la couronne. Donc là, pour la partie basse, je vais l'imprimer en PET renforcé fibre de carbone. Et il va y avoir à certains endroits de la pièce, on verra après sur le détail, certaines pièces qui vont être remplies dans des zones à 100% pour justement augmenter la solidité et éviter les fissures de par l'effet de, on va dire un peu un effet levier qui va se faire sur le bas dès que le bras va se détendre avec du poids au bout. Donc pour éviter que ça se brise et que ça se fende, il va falloir faire un remplissage à 100% sur certains points précis de la pièce. Donc ça, on va regarder en détail. Ensuite, vous allez avoir la partie engrenage. Alors, hop, je vais regarder ici. Vous voyez, vous pouvez avoir le détail complet, hein, step by step. Hop. Et là, on va voir ici. Par exemple, ici, hop, c'est parfait. Ouais, ici, vous avez les engrenages. Eux seront imprimés en PA6 CF. Parce que ça a une bonne résistance à la friction, ça a une bonne résistance également euh, au niveau de la force appliquée. Par contre, sur la grande couronne ou sur sur certains pignons, ça sera imprimé en PAHT parce que il va y avoir besoin d'une grosse résistance vis-à-vis de la friction et au niveau de la force appliquée. Donc, je vais partir sur certaines pièces. Il me reste une bobine de PAHT, donc j'utiliserai celle-là. Euh, Après, je pense que s'il me reste du filament en PA6, je vais tester d'abord en PA6. Si vraiment ça ne suffit pas, ou si j'ai pas assez, j'utiliserai le PAHT. Mais voilà, les deux sont valables hein, pour tout ce qui est pignon, ça marche très très bien. Mais voilà, en termes de budget, le PAHT est quand même plus onéreux, donc à utiliser vraiment si c'est nécessaire et que le PA6 n'est pas suffisamment résistant. Mais normalement, ça imprimé en plein, ça ne devrait pas poser de problème. Mais on va dire, je me suis gardé quand même cette solution-là au cas où ça ne serait pas suffisant. Après, si vraiment dans le pire des cas, ça ne passe pas, il faudra peut-être mettre certains engrenages en aluminium. Donc ça, on verra par la suite, mais normalement, non, il n'y a pas de nécessité. Ça devrait très bien faire l'affaire. Et pour tout ce qui est la partie dite carcasse hors pignon et hors base, hors socle, là, on sera sur du PA6 classique, comme pour les pignons. Ça ne bougera pas, ou en PETG selon la pièce, mais normalement, ça devrait suffire avec du PA6. Il n'y aurait pas de nécessité d'avoir du PETG. Mais à savoir que si vous voulez le faire, vous avez la possibilité de le faire en PETG, hein, ça marchera très très bien. Sous réserve bien sûr de faire un remplissage, on va dire assez important quand même pour éviter toute flexion avec le poids. Chose que on risque de moins avoir avec le PA6 qui est beaucoup plus rigide, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise aussi généralement pour les carcasses de drones. On utilise généralement des matériaux renforcés à la fibre de carbone ou à la fibre de verre. Mais voilà, donc le PETG peut très bien faire l'affaire selon ce que vous voulez mettre au bout. S'il n'y a vraiment pas de grosses contraintes négatives ou juste faire un bras juste pour vous amuser, il n'est pas nécessaire de rentrer dans des matériaux très techniques. Mais à partir du moment où vous voulez lui donner une application un peu plus sérieuse, là, il faudra penser quand même tout à passer sur des filaments beaucoup plus techniques et plus robustes. Alors, nous voilà sur Bamboo Studio. Donc, j'ai déjà préparé donc, les différents plateaux. Donc, ce qui est en gris ici, donc c'est du PLA Bamboo Slick. Et les deux pinces qui sont au bout, parce que moi je vais mettre au début une pince pour faire les essais avant de mettre le scanner. Hein, bien entendu, je ne vais pas risquer d'aller faire tomber un scanner qui coûte les yeux de la tête. Je vais d'abord faire avec les deux petites mâchoires pour faire toutes les simulations. Donc ça sera les deux pinces en PETG, tout simplement, plein, et puis ça fera très bien le job. Et pour la partie socle,
Là, on est sur du PET-CF de chez Bamboo. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis des points cylindriques de renforcement. Et en fait, si on regarde bien, on est sur les parties où il va y avoir les moteurs et les points de rotation, les points pivots. Là, pareil, la base ici, c'est là où il va y avoir l'axe principal avec la couronne et les roulements. Donc là, il va falloir avoir quand même quelque chose d'assez robuste. Ce qui est la partie extérieure, c'est moins déconnant. Donc on lui fera un remplissage. Alors si je dis pas de bêtises, on est sur un remplissage de 15%, c'est ça. Donc c'est pas déconnant, étant donné que c'est pas là où va s'appliquer les forces. C'est vraiment là sur ces points-là où ça va s'appliquer, là où c'est en jaune. Donc là, bah, c'est pas compliqué, hein, si vous voulez. Donc je vais reprendre par exemple cette pièce-là. Si vous voulez ajouter, vous faites un clic droit dessus et vous rajoutez, alors que je dise pas de bêtises, c'est add modifier, si je ne me trompe pas, et là je vais mettre un cylindre, voilà, c'est ça, add modifier cylindre. Donc là vous le scale, donc ici vous ajoutez bien sûr en fonction de ce que vous voulez, hein. Donc par exemple on va mettre là, oups, CTRL Z, on va mettre par exemple sur la partie au bout là, voilà, tac. Et vous mettez ici les paramètres donc, qui sont liés au cylindre. Donc, par exemple, on va mettre 100%. Voilà. Vous pouvez mettre après 3, 4, 5, 6 murs, mettre un support, enfin peu importe. Hein, ça, c'est en fonction de vos besoins. On prend le plateau, on va slicer. Et en fait, on se rend compte, voilà, vous voyez, dans la découpe, dans le tranchage, vous avez donc la partie donc, qui est pleine. Hein, vous voyez ici, c'est du plein. Et sur le côté, vous êtes sur du 15%. Donc, voilà, on voit bien la démarcation ici. Vous avez le plein qui est là et vous avez ici la partie standard, hein, commune aux autres pièces. Donc c'est quand même très utile d'utiliser ça parce que ça permet justement de faire des points de renfort sans avoir à modifier la pièce. Vous pouvez directement le faire sur Bamboo. Bon, c'est après, vous l'avez sur Orca Slicer, vous l'avez un peu partout, hein, même sur Cura, c'est quelque chose qui maintenant existe déjà depuis quelques temps déjà, donc il n'y a pas de souci. Ça fait très bien le job. Donc, alors comme vous pouvez voir, bah, ça va prendre beaucoup de temps parce que bah, y a beaucoup à imprimer. Notamment, par exemple, si on prend la grosse pièce qui est ici, la couronne, ici, slice plate. Allez. Ah oui, je l'avais déjà slicé. Preview. Tac, tac, ici. Voilà. Vous pouvez le voir. Hop. On a donc quand même 350 grammes de filament pour cette pièce-là. Vous voyez, ça fait quand même quelque chose, rien que pour le... Enfin, c'est qu'une partie du socle. Hein. Ça, c'est la partie haute du socle. En fait, ça va se mettre dans ce sens-là. Il va y avoir des petits roulements qui viennent se mettre ici à l'intérieur, de chaque côté, pour permettre donc, de faire une rotation. Et vous avez un axe central qui va passer. Donc là, comme on peut le voir, alors, au niveau des roulements, c'est juste pour se reposer dessus et servir de rail. Hein, donc, il n'y a pas besoin de lui mettre une grande résistance. Par contre, sur la partie centrale, un peu plus. Et là, on le voit, donc du coup sur l'extérieur on est sur du 15%, mais au milieu, voilà, on est rempli à, que je vous dise pas de bêtises, on est à 50%. Donc là je ne l'ai pas mis à 100% parce que bon, ça ne nécessite pas du 100%, mais on a quand même une résistance à 50 et on a 4 murs, contrairement à sur la partie extérieure où on est sur 3 murs. Donc on a un mur supplémentaire. On aurait pu mettre même 5 murs, hein, mais bon après ça fait beaucoup. Et on se retrouvera avec une pièce méga massive à imprimer. Il n'y a pas intérêt de la louper celle-là parce qu'à 350 grammes de PET-CF, ça pique. Donc voilà, il faut aussi ne pas être dans l'abus. Il faut trouver le juste milieu. Par exemple, là, si on prend celle-là, là, par contre, on est sur du plein parce que c'est là où c'est le moteur qui va se fixer dessus. Donc là, c'est la partie où déjà, ça va chauffer et il va y avoir de la force qui va s'appliquer. Donc là, on est sur du 100% sur toute cette partie-là. Voilà. Pour le reste, on est sur du 15%, on est sur du standard avec 3 murs, hein, toujours pareil. Là, c'est la partie basse, la partie socle, vraiment la partie inférieure. Donc là, pas besoin de grosses résistances particulières.
Donc ça fera très bien le travail. Donc cette partie-là, c'est la partie qui va avoir les composants. Donc ça va quand même un peu chauffer, même si c'est ventilé. Donc par défaut, je laisse en PETCF. C'est pas des grosses pièces, donc c'est pas déconnant non plus. Donc j'ai lancé déjà les premières impressions, donc tout ce qui est de la partie PLA. Et du coup, on va regarder, parce qu'il y a des choses à dire. Parce que ce PLA, il est très beau. Mais par contre, il a quand même des choses à dire dessus. Notamment à l'arrivée, j'ai eu du fil qui était quand même pas mal chargé en humidité. Où mes premières impressions ont foiré parce que soit elle tenait pas bien sur le plateau, soit ça faisait des bulles, soit il y avait des problèmes d'adhésion de couches et j'ai dû passer par un séchage pour régler le problème. Donc c'est un peu dommage sur des bobines qui viennent d'arriver, qui sont neuves, hein, fraîchement déballées. Enfin, ils ont pas attendu une heure avant d'être imprimées. Hein, c'est vraiment été déballé, posé, imprimé. Bon bah malgré tout, il y avait un peu d'humidité, donc c'est un peu dommage. Bon après voilà, hein, c'est toujours quand même conseillé quoi qu'il arrive de toujours faire un petit séchage malgré tout avant, même avec une bobine neuve. Hein, donc, mais normalement, on va dire que si c'est bien conditionné, bien fait, c'est assez rare. Donc là, bon, j'ai eu ça sur le PLA, sur les autres plastiques, j'ai jamais eu de ces autres filaments, j'ai jamais eu de problème. Il y a que sur celui-là. Alors, est-ce que je suis tombé sur un lot qui avait pris un peu d'humidité ou qui avait un peu trop traîné dans un stock ou autre? Je sais pas. C'est pas quelque chose non plus qui est courant chez Bambou ou chez les autres. Hein. Globalement, aujourd'hui, on a quand même des fils de bonne qualité. Euh, Dès lors où on en met à venir un minimum le prix quand même, hein, bien sûr, hein, parce que sinon on peut toujours avoir des bobines aussi pour pas cher, mais faut savoir ce qu'on veut. Mais voilà, globalement, bon, voilà, ça reste très isolé comme problème. Alors, regardons de plus près au niveau des pièces. Donc ça a été imprimé donc avec le PLA de chez Bamboula, le PLA Slick. Euh, alors, j'ai imprimé. Alors, il y a des effets, hein, vous allez voir. Il y a une raison à ça. En fait, ce qui se passe, c'est que cette pièce-là, si je l'imprimais dans ce sens-là, euh, j'aurais eu tous les marquages de support sur les côtés. Pourquoi? Parce que en fait, ce PLA, il est très beau, très brillant. Mais alors, il marque de suite dès qu'il y a quelque chose. Et même au niveau des traits d'impression, on le voit vraiment assez fortement. Et ça, c'est un peu le côté, on va dire, pervers des plastiques un peu brillants. Dès que vous avez un peu d'overhang ou autre, ça se voit assez vite. Donc là, par exemple, on le voit, hein, ça a vraiment démarqué. Pareil ici. Et sur le côté ici, c'est pareil parce que la pièce, elle n'est pas tout à fait droite. Donc on a ce... Alors, attention, qu'on se mette bien d'accord, je n'ai pas optimisé les paramètres. Je suis resté sur les paramètres de base du PLA. Hein, donc c'est pas avec le profil de Bambou. Je n'ai pas fait de modification. Les seules modifications qui ont été effectuées, c'est la densité et le nombre de murs. Et les supports, où est-ce que je les ai positionnés. Mais après, c'est tout. Quoi, hein. Il n'y a pas eu... Et se rajoute aussi printed with Bamboo Lab Printer. Mais c'est tout. Sinon, il n'y a rien eu d'autre. On est vraiment sur du paramètre profil Bamboo Lab, PLA Slick. J'ai fait exprès de garder les paramètres d'origine Bamboo Lab pour mettre en lumière ce qui a été donné. Donc, par exemple, sur cette pièce-là, bon, c'est clairement pas fameux. On est en bus 04. Bon, c'est pas. Après, attention, hein, elle est pas dégueulasse non plus la pièce. Hein, faut pas se mentir. Les supports ont été faciles à retirer, mais voilà, vous avez quelques marquages. Sur d'autres pièces, par exemple sur celle-là qui a été imprimée de cette façon, là je n'ai pas eu de problème. C'est très bien imprimé et j'ai pas eu cet effet un peu saccadé, étonnamment. Par contre, bon, vous voyez, des fois j'ai des petites marquages, des petites marques qui apparaissent. Là, pareil, vous avez quelques petites marques. Bon, ça reste très léger, mais là c'est pareil sur le bas, vous voyez. Et ça, c'est de l'humidité, ça, clairement. On est sur quelque chose. Alors, soit la courroie qui est un peu détendue ou de l'humidité. Bon, la pièce est quand même assez solide, hein, il n'y a pas de souci quand même, hein, c'est robuste, mais ça mériterait d'être optimisé. Cette pièce-là, pareil, on voit, on a un peu de ghosting qui apparaît dessus.
Bon, après, c'est on va dire un filament, faut remettre aussi les choses dans le contexte, hein, c'est un filament qui est assez particulier parce qu'il est en bicouleur. Donc, voilà, en plus c'est brillant. Donc, c'est pas pour les imprimantes et les impressions 3D, c'est pas le plastique le plus, c'est pas le PLA le plus facile en termes de rendu esthétique. On va dire, c'est beaucoup moins pardonnable qu'un mat, par exemple, ou même un noir uni mais totalement brillant, où ça se verra un peu moins, ou tout ce qui est un peu alumine, type alumine, avec justement un peu de la paillette dedans, où ça va masquer les défauts. Là, bon, on est sur quelque chose où dès qu'il y a, on va dire, une différence de vitesse, une différence de température ou autre, ça va se voir de suite. Bon. Après, ça n'empêche qu'il est très joli, hein. Moi, j'aime beaucoup cet aspect comme ça, un peu chromatique. C'est vraiment sympathique. Comme filament, ça change un peu de l'ordinaire. Là, pareil, oui, on a un bicouleur qui se fait. En plus, il a été fait pile poil sur la tranche. Donc, ça rend vraiment pas mal, hein. C'est vraiment très joli comme plastique. En soi, après, pas difficile à imprimer, hein. Il y a pas eu de difficulté particulière. Il a été imprimé de cette façon-là. Il n'y a pas eu de support, hein. Il n'y a rien eu. Donc, non, franchement, ça marche. Ah, si, il y a eu un support ici, là, de chaque côté, juste là. Là, non, mais là, oui. Bon, après, voilà, ça reste très minime. Même chose pour là, il y a eu quelques petits supports ici, mais globalement, voilà, il y a vraiment rien. Et voilà, c'est vraiment chouette comme petit PLA, là. C'est vraiment, voilà, c'est sympa. Esthétiquement parlant, c'est joli. Bon, après, si on veut vraiment avoir un meilleur rendu, il faut optimiser. Là, on est sur quelque chose qui va être un prototype, hein, donc on n'est pas sur une version définitive, et on est sur de la partie décorative. Donc, ça veut dire que par la suite, je peux très bien réimprimer la pièce qui ne me plaît pas et l'optimiser pour avoir quelque chose d'un peu plus, d'une meilleure qualité, on va dire, de rendu. Mais voilà, sachez que ce type de plastique aurait tendance un peu à faire des marques assez facilement. Et donc, faut vraiment être rigoureux sur les paramétrages. Les problèmes rencontrés, donc c'est cela, hein, c'est ce que je disais. Donc, on a un décollement de couches qui se fait. Et dès les premières couches, hein, donc, ça a été imprimé, hein, on voit là sur le plateau, c'est un PEI, et on voit ça c'est complètement décollé. Et c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de, y a pas de difficulté, ça s'enlève très, très, très facilement. Et, il se brise complètement. Donc, en termes d'impression, là, il y a eu de l'humidité, et pourtant, on voit, hein, il a été imprimé. Il n'y a pas de. On va le voir sur la caméra, mais il est en plein, quoi. Donc, il y a pas de raison que. Oui, ça se brise. Donc, ça, je pense qu'il y a un problème, voilà, au niveau de la couche. Je pense qu'il y a un problème d'humidité quelque part. Parce qu'après, je n'ai plus le problème dès que je l'ai fait sécher. Pareil ici, hein, quand j'ai voulu retirer le support, bah, ici, regardez ça. On le sent en plus, c'est limite mou quand ça casse. C'est même pas dur, c'est mou. Donc lui, il est chargé en humidité. Voilà. Ça se brise vraiment comme du papier, quoi. Donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Dès que c'est arrivé, la bobine était complètement humide, et du coup, ça m'a foiré certaines pièces. C'est pas grave, j'ai mis à sécher dans le dryer, et puis terminé, ça a réglé le problème. Et là, on a les déchets. Alors, vous voyez, il y en a quelques-uns. Alors, autre chose aussi, particulière. Pareil, ça se brise. Alors, il y a une info à prendre en compte sur ce type de filament. Et je pensais pouvoir y échapper, mais malheureusement, je n'y suis pas arrivé. C'est que quand vous avez une bobine qui se termine et que vous en entamez une autre, eh ben vous avez ça. Ça vous fout en l'air votre pièce. Là, par contre, c'est pas beau du tout. Vous avez vraiment une démarcation de couleur. Et vous voyez toujours encore cet effet bulle. On a, comment on dirait, de la surextrusion, c'est pas trop ce que c'est bizarre. C'est vraiment particulier, et il n'y a qu'à cet endroit-là que ça le fait. Est-ce que c'est les changements de couche? Parce que j'ai pas réglé par exemple en bac pour faire un seul trait. Alors, c'est possible que ce soit là des changements de couche aléatoires. C'est pas impossible non plus. Donc ça, il faut le prendre en considération. Faire les changements de couche, soit sur la tranche, soit à l'arrière.
mais ne pas les mettre en aléatoire parce qu'on peut du coup se retrouver dans cette situation-là et c'est pas très esthétique. Voilà. Donc ouais, changement de couche, changement de bobine. Bah du coup, voilà, il y avait les deux pièces qui étaient sur le même plateau et du coup, bah c'est moche. Donc ça, il faut gérer son filament, sa bobine, pour ne pas avoir ce genre de problème parce que du coup, bah, ça vous fout en l'air votre pièce. Donc c'est un peu dommage. Alors après, attention, hein, elle reste utilisable. Hein. Si vous voulez la mettre en peinture ou autre, vous n'êtes pas embêté, mais utiliser ce type de filament-là, c'est pas pour remettre en peinture derrière. Donc du coup, c'est un peu dommage d'avoir ce problème-là. Bon, des supports, quelques-uns, hein, bien entendu. Mais sinon, voilà, il n'y a pas non plus. Celui qui m'a demandé le plus de support, c'est la pièce là, qui est là, et ça, c'est elle qui a demandé voilà, le plus de support, c'était celle-là. Pour avoir quelque chose qui tient structurellement, parce que je pouvais pas l'imprimer comme ça, ni dans ce sens-là. Donc bon, je voulais éviter au maximum d'avoir des traces de support sur la partie extérieure par rapport aux autres où il y a pu les positionner d'une manière à ce que ça pose pas de problème. Mais voilà, donc globalement, bon, il n'y a pas non plus énormément de déchets, mais voilà, on est à peu près quand même à, on va dire, un bon 200 grammes, on va dire, et avec les pièces, on est à, oui, c'est ça, je crois pas, à 300 grammes de perte là, à peu près. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc j'espère que vous avez découvert avec plaisir ce sujet. La prochaine sera sur la partie structurelle, donc la partie imprimée en PETCF. Euh, donc là, bon, il va falloir un bon moment, je pense, d'impression, parce que ça va être une impression relativement assez lente et avec des pièces relativement assez costauds. Donc, n'hésitez pas à revenir et à surveiller. De toute façon, hein, gardez la petite notification au niveau de YouTube. Hein, ça vous permettra d'être averti dès que la vidéo sera sortie. Et vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bon, après, personnellement, je ne suis pas YouTuber, ce n'est pas mon métier, je ne compte pas le faire. Là, c'est vraiment du pur partage. C'est un sujet moi qui me plaît beaucoup et qui est pas très éloigné non plus de ma formation initiale, étant donné que moi j'ai une formation de base en robotique industrielle et en maintenance. Donc bon voilà, voilà, c'est vraiment le purement plaisir de partage et pas un business YouTube. Non, non, moi j'aime bien ma petite vie tranquille de mon coin. J'ai pas envie d'être médiatisé. Donc voilà, donc n'hésitez pas à revenir. Et puis de toute façon, il y a la possibilité d'aller sur Discord également pour discuter avec les gens du projet. Vous avez la possibilité aussi de rejoindre le groupe Facebook Bamboo Lab. Et sinon, bien, vous avez aussi le site lebelab.fr, vous avez Bamboo Lab, si vous êtes intéressé par les imprimantes ou les filaments. Vous avez pas mal d'informations qui y sont, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, je vous remercie, je vous dis bah, à la prochaine vidéo. Ciao.